Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie. Putain, comment je... Articule mec. Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie. Un nouveau journal de vlog. J'ai constaté au moment de lancer la vidéo que la liste est assez longue concernant les trucs vus ou subis récemment. Donc je vais aller assez rapidement. Je ne vais pas particulièrement développer, c'est pas des critiques hein, évidemment. C'est juste des retours perso sur ce que j'ai vu récemment. Appartement 7A qui était vendu, me semble-t-il, parce que franchement, une fois que tu as vu le film, tu as des doutes, quoi. Comme le préquel de Rosemary's Baby, le chef-d'œuvre de Polanski. Bah ça, c'était bien pourri, bien nul, avec une séquence de danse à la fin, j'ai pas compris. C'était à chier, voilà, mais vraiment, hein. Aucune tension, c'est nul, c'est nul. J'enchaîne avec, donc oui, vous pouvez vraiment l'éviter. J'ai vu également Wolves avec George Clooney et Brad Pitt. J'ai cru comprendre que pas mal de gens avaient été très agréablement surpris par ce film. Alors j'ai beaucoup aimé la photo, l'ambiance, la musique est très belle, vraiment. Il y a des mouvements de caméra, des plans sur la ville la nuit, mais c'est de toute beauté, je dis vraiment très sérieusement. Néanmoins, l'intrigue elle est super légère. Les enjeux, enfin, il y a un ton très léger avec des blagues, voilà, sans arrêt en fait, hein, entre les deux stars, hein, donc bien évidemment. Il n'y a rien de raté, je sais pas comment dire en fait, mais il n'y a rien de marquant non plus. Et ça, moi, ça me pose souci. Une fois que le film s'est terminé, je me suis dit, est-ce que j'ai passé un sale moment? Non. Est-ce que j'étais vraiment impliqué dans l'intrigue? Mais alors, absolument pas. Tu sais dès le début, enfin dès mi-chemin comment ça va se terminer, mais vraiment. Voilà, il y a un très jeune type qui est dans une mouise totale et dont ces deux mecs doivent s'occuper, sachant que voilà, c'est des mecs qu'on appelle pour régler des problèmes où on peut pas appeler la police, on va dire. C'est mignon, enfin, c'est pas inspiré, il y a pas d'audace, voilà, il n'y a pas vraiment rien de marquant, une fois de plus, donc je ne l'ai pas détesté, quoi, mais je l'ai déjà à moitié oublié, voilà. Un film pour rien, pour moi. J'ai vu également Strangerlings, alors ça, on en a fait les louanges partout, quasi chef-d'œuvre, etc. Alors je comprends pourquoi, mais voilà, sur moi, putain, ça va être ça toute la liste, les gars, je vous préviens. C'est trashouille, mais trashouille poli, ultra minimaliste, donc on est entre le survival en mode mais qui est qui, voilà. Alors non pas avec Marianne Jardy pour les plus sagés d'entre vous. Tout l'intérêt du film en fait tient sur le fait de se demander mais qui est la sale personne dans ce duo qu'on va suivre, voilà, avec d'abord un jeu de séduction, puis de la manipulation, puis une traque. C'est sympa, hein, vraiment, hein, c'est un petit film, donc pas bouder son plaisir, mais c'est pas du tout un film qui va m'avoir marqué cette année par exemple. Donc voilà, la toute fin, tu regardes le truc, tu perçois ce qui a tellement impacté, impressionné les gens, qui ont adoré donc, hein. Et bizarrement, tu trouves pas que c'est si... enfin que ça mérite en fait de s'exclamer waouh bravo et tout, non quoi, non, au mieux c'est un peu habile mais encore, enfin non, pas tant que ça en fait. Donc voilà, enfin, en tout cas ce n'est pas du tout, mais du tout un coup de cœur pour moi, même si un peu comme Wolves, c'est pas du tout foiré, enfin ça mérite d'être vu, mais ça mérite pas pour moi quoi des éloges quoi. Je passe ensuite à Speak No Evil, le remake du film dont je vous avais parlé à l'époque où il était sorti, qui était absolument extraordinaire. Je crois qu'avec Mireille, on l'avait mis dans nos coups de cœur de l'année de sa sortie. Un film implacable, impitoyable sur une famille qui en croise une autre, enfin, ouais, qui en croise une autre lors d'un séjour en vacances, un truc comme ça, qui sympathise un peu, mais comme on peut sympathiser de façon assez superficielle avec des gens quand on est en vacances, et qui, de retour à Londres, alors là c'est à Londres, parce que c'est donc un remake américain, me semble-t-il, va recevoir une invitation à aller passer un long week-end chez cette famille. Et alors qu'en temps normal, on trouverait une excuse bidon pour pas y aller, parce que voilà, c'est des promesses qui sont faites durant des vacances, mais voilà. Quand on revient à la vraie vie, on se rend compte qu'en fait ces gens-là, on en a rien à péter. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe, mais comme ce couple va assez mal, on va comprendre pourquoi, je ne vais pas spoiler du tout, bien évidemment.
Et ils vont saisir en fait cette perche pour essayer de changer les idées et potentiellement peut-être se créer des souvenirs, vivre des moments autres que la routine voilà, de la semaine à la baraque, etc. Et ça va très mal se mettre. Je peux pas en dire beaucoup plus si vous n'avez pas vu le film original que je vous avais pourtant recommandé. C'est même pas son 100 francs en pleine vidéo. Mais vous n'écoutez rien de ce qu'on vous dit. Mais là, je préviens direct, j'ai vu quand même qu'il y a des très bonnes critiques de ce film. Il y en a des pas bonnes, mais il y en a pas mal qui sont très très bonnes. Et je pense que c'est typiquement le genre de film où si tu n'as pas vu l'original, sincèrement, c'est un bon film. Mais si tu as vu l'original, tu peux pas t'empêcher d'être choqué et passablement irrité en voyant tout ce qui a été modifié pour que ça passe mieux. Parce que c'est ça en fait. Le premier film a été édulcoré et ça, moi, ça me dérange énormément. Il y a beaucoup de choses qui sont quand même respectées, qu'on retrouve et tout, sur la thématique de fond. Mais dans la forme, il y a des séquences très malaisantes dans le premier film qui ont été supprimées, carrément, où on les a remplacées par d'autres trucs beaucoup moins dérangeants. Moi, ça, je trouve ça dommage. C'est plus que dommage, quoi. Ça fait chuter la tension, quoi. Et en plus, c'est un film qui repose entièrement là-dessus, quoi. Idem pour des scènes de nuit dans la maison voilà, de ces gens qui les ont invités, qui étaient terrifiantes, enfin terrifiantes. J'ai gaffe au mot que j'emploie, mais pas terrifiantes, mais ultra malsaines, quoi. Voilà. Et très très forte en tension dans le film original. Et là, pareil, ils ont changé des choses, enfin même après je comprends, c'est pas un duplicata, donc le mec il va pas refaire les mêmes mouvements de caméra. Mais ouais, mais du coup, t'as pas le génie de, comment dire, de trouver d'autres idées. Enfin, je sais pas, voilà, c'est très scolaire. Voilà. Donc enfin, en tant que remake, c'est raté pour moi complètement. Ça me tire complètement vers le bas, mais ça n'en fait pas un mauvais film. Et par exemple, la fin, alors ça, on s'en serait douté, hein, chez Khmer, j'avais les mêmes craintes que moi, enfin les mêmes certitudes. Il était évident qu'un remake de cette acabit, quoi, n'aurait pas les coronesses de rester fidèle à la fin ignoble et totalement enfin anti-happy quoi, du premier film, enfin du film original, pardon, et la modifierait pour en faire quelque chose qui se termine bien, parce que voilà, dans les films d'horreur américains, souvent quand même ça se termine bien, même si des fois il y a un tout petit twist avant le générique de fin, mais c'est vraiment pour faire rigoler, quoi. Et ben là, ouais, là ils ont cédé aux exigences, hein, je pense, parce que je pense pas que ce soit vraiment ni le scénariste ni le réal qui fait ce genre de choix. Je pense que c'est plutôt le studio. Mais là où le film Aspect No Evil initial te laissait KO parce que voilà, ça se terminait très mal. Je dis pas comment pour pas spoiler, mais ça se terminait très mal. Là, ça se termine très bien, enfin, d'une certaine façon. Mais alors, ça se termine très bien, mais c'est pas une fin pourrie. C'est pour ça qu'une fois de plus, je fais gaffe à ce que je dis. Pour être compris, je veux dire. Je ne descends pas le film n'est pas mauvais complètement. Ouais, il y a du surjeu, par contre, ça m'a un peu dérangé. Il y a vraiment des trucs qui marchent pas, quoi. C'est pas génial, quoi. Mais il y a des très belles scènes. L'enfant, notamment le petit enfant blond là, qui est dans la maison. Le petit garçon, il est incroyable, cet acteur. Génial. Son jeu est terrible. Lui, par contre, il te tétanise, quoi. Mais sincèrement. Et toutes les scènes où il joue, elles sont extrêmement fortes. C'est lui qui joue le mieux, j'ai envie de dire, de tout le casting. Mais vraiment. Et c'est lui, du coup, qui sauve le final, parce que je disais donc voilà, le final dans son intention, c'est l'antithèse de celui du premier film. Et quand tu comprends ça, tu te dis ah putain, bon bref, t'es pas content, quoi. Enfin moi j'étais pas content. Puis il se passe un truc avec le gamin qui d'ailleurs fait clin d'œil avec la fin du tout premier film. Là vraiment, vous allez voir qu'il y a une connexion matérielle, voilà, directe, voulue, quoi, entre les deux fins de ces films. Et là, on a quelque chose quand même d'assez violent et c'est bouleversant. C'est vraiment, c'est magnifique. Enfin, cette scène avec le gamin à la fin qui enfin, une sorte d'explosion de rage, etc. C'est magnifique, magnifique. Donc, c'est pas nul, quoi. C'est assez, voilà. Mais
si vous devez en voir qu'un, voyez l'original, et si vous voulez absolument voir le remake, voyez l'original avant, quand même. Mais ça mérite, enfin, pour moi, c'est pas poubelle, quoi, c'est ça que je veux dire. Je peux comprendre, par exemple, les bonnes critiques, les gens qui ont aimé et tout. Même si, une fois de plus, vraiment, il y a du surjeu de ouf, quoi. J'ai trouvé par rapport aux acteurs et actrices du premier, enfin, du film initial, qui était, à mon sens, bien plus subtil. Voilà, c'est une question de subtilité, principalement. J'ai vu également Salem's Lot, là, qui est sorti il y a quelques jours. Nouvelle adaptation du bouquin de Stephen King. Un bouquin que, contrairement à beaucoup de fans de Stephen King, j'ai jamais vraiment apprécié. Je n'ai pas trouvé que c'était génial. Je sais pas. Ouais, c'est vraiment, c'est pas mon truc, quoi. Et mais c'est pas mauvais du tout. Et j'avais vu quand même il y en a plusieurs déjà des adaptations de Salem's Lot. Pour moi, aucune n'était très bonne, mais quand on regarde cette version-là, on les revoit à la hausse. Hein. Je sais pas quel était le but de ce truc-là. On a la sensation, en regardant ça, que c'est l'adaptation non pas d'un Stephen King, mais d'un R.L. Stein, là, le Chair de poule, et tout pour les petits-enfants, là, qui font pas peur du tout, en réalité. C'est vraiment ça, la tonalité de tout le film. On pense à ça, enfin moi, j'ai vraiment pensé à ça, à Chair de poule, parce que dès qu'il y a un élément qui potentiellement pourrait être un peu malaisant, ou faire un peu peur, ou je sais pas quoi, c'est... shutdown, quoi, par une vanne, ou un truc à la Goonies, enfin, putain, ce que c'était nul. Et la toute fin est ridicule, c'est une merde, hein, voilà, je donne mon sentiment personnel, c'est une merde. Donc ça, à fuir, hein, enfin, sauf si vraiment vous avez du temps à perdre, mais c'est vraiment du temps perdu. Qu'ai-je vu d'autre? J'ai vu également, oh putain, mais c'est horrible, j'ai vu que des bouses. Amber Alert, sur Prime Video, et ça en plus j'étais super naïf, super confiant j'allais dire, mais donc naïf, parce que j'ai adoré ce film, c'est un film de 2011 ou 2012, alors je n'avais pas de chaîne donc j'en ai pas parlé, enfin j'en ai parlé à tout le monde sur Facebook à l'époque, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce tout petit film Amber Alert qui était génial, et là le réal a eu la proposition de studio américain pour faire lui-même le remake de ce film-là, de son film donc. Et il en a profité pour faire quelques changements, et le souci c'est que tout ce qu'il a changé détruit son film. Mais complètement, quoi. Ça m'a fait penser un petit peu à Michael Haneke avec le remake qu'il avait fait de son propre film, Funny Games, un chef-d'œuvre pour moi. Mais le Funny Games US, je crois que ça s'appelle, enfin donc le remake fait par Michael Haneke, c'est son pire film pour moi. Ben là, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on passe d'un très chouette film, avec une tension terrible. Amber Alert, c'est donc les alertes qui sont lancées sur la route quand on cherche un véhicule pour un enlèvement. Le pitch du film initial, c'est donc voilà, un couple qui va se retrouver derrière ce véhicule sur la route, enfin va tout d'un coup se dire merde, on est derrière ce véhicule qui est recherché, quoi. Que faire, machin, bon après c'est tout, mais c'est vachement bien fait, enfin c'est vraiment, c'est super. Là, tout est changé, donc c'est une espèce de pétasse qui prend un genre de Uber, avec un mec qui fait des vannes toutes les 2 secondes, c'est nul, des séquences soi-disant d'émotion à chier, quoi. Et alors des scènes, j'allais dire ajoutées, en fait modifiées par rapport au film original, toutes plus ridicules les unes que les autres, et qui t'empêchent d'être anxieux, enfin d'être angoissé, etc. On passe vraiment d'un très chouette film à un truc limite irregardable, quoi. Et la fin, mais... Bref. Donc j'étais très colère, hein. C'était vraiment... c'est au-delà de médiocre, quoi. C'est vraiment... pourrave de ouf. Voilà. Et j'ai vu d'autres. J'ai vu la plateforme 2. Alors la plateforme 2... ça ne m'intéressait pas à la base. J'avais bien apprécié le... Ça, je crois que j'en avais parlé, je venais vers ma chaîne, d'ailleurs, je pense à l'époque, ou pas, ça faisait pas longtemps. J'avais beaucoup apprécié ce petit film, la plateforme, là. Je trouvais que il y avait une chouette idée, c'était très pompé sur Cube, tout ça, mais non, il y avait aussi d'autres idées qui étaient chouettes, enfin bref. J'étais assez confiant, par contre, quand j'ai lancé, je me suis dit, ah, je suis sûr qu'il y a plein de trucs à développer, qu'on peut... enfin, je pensais que vraiment ça allait être bien, pour ce que c'est, quoi, mais bon. Eh ben non, c'est de la merde, c'est de la bonne grosse merde, c'est interminable. Il y a une nana qui est l'héroïne qui joue, de mon point de vue, mais atrocement mal. Vraiment, c'est très compliqué. Voilà, et pas de bol, elle a le rôle principal, donc c'est sa gueule tout le temps, quoi. Et pour le reste, le concept, pour moi, il s'est pris les pieds dans le tapis. Enfin, je vais pas checker si c'est
comment dire, le mec a écrit le premier film, qui a écrit le second, je pense que oui. Mais quoi qu'il en soit, là ça m'a plus rien ne marche, enfin, on s'en fout complet, ça devient n'importe quoi. Ta gueule, c'est magique, des incohérences à volo, mais mon dieu. Et c'est nul, voilà. Pas aimé non plus, mais qu'ai-je aimé vu récemment, pas grand chose visiblement. Je vais terminer avec le documentaire Paramount Plus, Nothing But a Good Time, parce que j'ai reçu pas mal de PM me demandant Alex, que t'as regardé ça, vu que c'est l'adaptation d'un best-seller que j'ai et qui est génial, qui s'appelle Nothing But a Good Time, et qui regroupe les témoignages d'énormément d'acteurs de la scène glam metal, air metal, selon des années 80, début 90. Donc à la fois des artistes, mais aussi des producteurs, des patrons de salles, enfin tout, mais c'est absolument génial. Des patrons de maison de disques aussi. Alors c'est en 3 épisodes d'1 heure, donc c'est vraiment très court, enfin un peu moins d'1 heure même. Voilà, donc des interviews d'artistes et d'agents, de choses comme ça. Je trouvais ça très bien, c'était vraiment, je passais un super bon moment. Le problème, c'est quand tu as été fan de cette scène-là, tu vas toujours être choqué par certains choix et tout. Donc voilà, moi, ça n'a pas loupé. Je trouvais qu'on passait beaucoup trop de temps à parler de Quiet Riot, enfin, qui est juste un non-événement. Enfin, ça l'a été, mais l'espace d'un mois. Enfin, donc pour moi, aucun intérêt. On passe sous silence, on n'en parle pratiquement pas de Warrant. Enfin, c'est une aberration absolue. On en parle très très peu. Et idem pour Cinderella est carrément absent du docu. Improbable. Facer Pussycat, pareil. Enfin, on en parle 2 secondes parce que Tame Down a co-créé le Cat House. Ah oui, là on parle du Cat House par contre. Il y a une interview de Ricky Rackman, le patron du Cat House, qui m'avait laissé rentrer alors que j'étais mineur. C'est mal. Enfin donc voilà, très 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 chouette, je peux passer un super bon moment. La fin est très intéressante sur la mort de ce phénomène et la naissance donc du grunge, enfin de la scène de Seattle. Et les conclusions, les interprétations, c'est la faute à qui, pourquoi, comment. Il y a des trucs qui sont dits qui sont super pertinents. Donc voilà, même si j'ai des petits reproches à faire parce qu'on n'est jamais content, globalement c'est quand même génial. Vraiment c'est très très bien, il y a absolument pas de souci. Et je vais conclure avec It's What's Inside, voilà un film complètement barré. Et alors il faut être très alerte devant ce film. Le pitch, pour aller vite, c'est en gros une bande de potes qui va se réunir de longues années plus tard parce que l'un d'eux se marie et qu'ils avaient promis, enfin ils avaient fait la promesse de se regrouper plus tard si l'un d'eux se mariait, enfin pour l'enterrement de vie de garçon, etc. Ils se retrouvent et à l'époque il y a eu une sorte de gros froid, enfin plus qu'un froid, un clash quoi, avec l'un d'eux, qui du coup est dans le pif des autres quoi. Et ils apprennent en arrivant à cette soirée-là que, très étonnamment, le mec qui va se marier a également invité ce type-là, dont personne n'a un bon souvenir. Alors je vous dis pas pourquoi, parce que c'est pas spoilé. Et ce mec se ramène. Et il se ramène, visiblement plus ou moins décidé à voilà, repartir sur bonne base, le temps a passé, enfin voilà, il n'est pas en mode ressassons les clashs, quoi, mais un peu bizarre quand même, et surtout, il se ramène avec une valise qui contient une machine, soi-disant qu'il a créé, lui et une société dans laquelle il travaille, machin, et qui permet, grâce à des petits électrodes, etc., de permuter les personnes, enfin j'ai envie de dire, hein, mais comme il dit c'est comme les données d'un disque dur qu'on transfère en fait d'un ordinateur à un autre. Donc il va proposer de jouer enfin, en quelque sorte avec cette machine, de faire changer de corps en fait tous les invités et de jouer à savoir qui est dans le corps de qui, etc. Évidemment ça va partir en sucette assez rapidement. C'est vachement sympa. Honnêtement j'ai passé un bon moment. Les acteurs sont très bons. Il y a de chouettes idées, c'est assez couillu. Ça va, il se passe un événement à un moment qu'on attend parce que c'est ce qui va donner tout le piment. Enfin, disons que si ça n'avait pas lieu, ce serait très déceptif. Ça a lieu, donc on est content. Et évidemment, ça déclenche la seconde partie du film, j'ai envie de dire, où là, c'est vraiment c'est le bordel et c'est que les coups de pute, etc. Je disais, faut être très attentif. C'est-à-dire que moi, si t'es un peu fatigué, je pense que très vite tu perds. Il y a trop de personnages en fait, et ils sont tous intervertis, et en plus ils ont le droit de mentir entre eux, évidemment, en fait ils ont tous les droits, donc tu te dis mais qui est qui, putain décidément, deuxième fois que j'emploie la formule. Voilà, alors, pour moi c'est pas non plus, ça m'a pas ébloui, ça m'a pas époustouflé, mais pour un petit film, sérieux, d'abord c'est très bien réalisé,
Mais vraiment, les acteurs sont très bons, je l'ai déjà dit. Je sais pas comment dire, mais ça tente un truc. En fait, moi, c'est ça qui me fait toujours plaisir quand tu regardes des trucs comme ça, c'est que là, tu te dis, c'est pas flemmard, quoi, ni à l'écriture, ni à la réal, ni rien. La fin, c'est un peu... bon, j'aurais préféré une fin un peu différente. Mais c'est pas nul, quoi. Donc voilà, ça sera peut-être ma seule recours de toute cette sélection. It's What's Inside avec Nothing But a Good Time. Mais ça, je pense vraiment pas que ça a passionné grand monde parmi vous. Et sinon, Strangerling, ça mérite vraiment d'être vu, hein, clairement. Wolves aussi, mais c'est pas euphorique, enfin, vous le voyez, ouais, voilà, ouais, qu'à voir. Voilà. Avant de passer aux questions, je vais vous faire profiter d'un achat récent, puisque c'est la coutume dans les JDV, même si c'est pas systématique. Mais là voilà, il s'agit de la figurine Funko Pop, et pourtant je sais que je suis très sélectif sur les Funko Pop, parce que généralement, enfin il y en a quand même beaucoup, je trouve que c'est juste très moche. Mais il y en a, je trouve juste trop drôle, trop mignonne. Et là, par contre, je perds tout sens d'objectivité, puisqu'il s'agissait de l'Ultimate Warrior. Je vous la montre ici. C'est donc une édition limitée, collector machin, Hall of Fame, de l'Ultimate Warrior. Avec une plaque, en fait, enfin la reproduction de la plaque en or. Voilà, vous voyez là, voilà, ici. Voilà, magnifique. Mais un alliage vraiment de bon goût et, comment dire, de subtilité, enfin on sent vraiment c'est très bien dosé, tout est très bien dosé. Et là j'enchaîne immédiatement avec les questions. Ton petit post à cassette jaune, il est quand même bien présent, me fait rire. Je serais curieux de savoir s'il fonctionne. Si c'est le cas, tu peux faire une petite démo vite fait, mais bien entendu il s'agit d'un cadeau de ma chérie. Il est assez lourd parce que j'ai préféré mettre des piles dedans. C'est donc un hommage, enfin un hommage, une réplique hein, voilà, des petites boombox qu'on avait dans les années 80. Moi j'en avais à un moment. Mais alors vraiment celui-là, ce qui est super cool d'abord, c'est que son look, je l'adore. Alors moi je le voulais absolument en jaune, allez savoir pourquoi. Mais il existe en noir, en rouge, en métal même. Et bah écoutez, alors inutile de vous dire qu'on n'achète pas ça pour la qualité du son. Soyons d'accord. Bah néanmoins, c'est pas parce que dans des formats un peu plus grands, il y a des boombox, par exemple plus tard j'en avais une qui sont stéréo. Ça c'est pas stéréo, hein. C'est-à-dire que ça sort effectivement des deux, mais il y a une seule source de sortie. Donc juste pour prévenir, mais pour moi ça n'a aucune importance, ça c'est pas grave. Donc lecteur cassette, voilà, qui fonctionne impeccablement bien évidemment. D'ailleurs, le son, par contre, voilà, c'est ça. Le son sur cassette est étonnamment bon quand même, notamment au niveau des basses. Alors, on peut régler les basses ici, le volume, machin, enfin, il y a 1000 trucs. Hein. La radio, évidemment. Ce que j'aime beaucoup, c'est que il y a une prise USB ici, et que donc tu peux mettre une clé USB avec des MP3, genre, enfin voilà, et tu peux sélectionner. Ah non voilà, c'est ici, ça peut-être ces petits boutons ici pour sélectionner ta playlist MP3, donc tu fais suivant machin, et ça c'est super pratique, n'empêche. Et l'autre truc c'est que il est Bluetooth, donc en fait moi par exemple ce que je fais de temps en temps, je le branche en Bluetooth, je sais pas si vous allez entendre. Voilà, ça veut dire que ça y est, c'est bon, la connexion est faite avec l'ordinateur avec lequel je l'ai relié, quoi. Et donc ça fait comme voilà, les enceintes de ton ordi, tout simplement. Je crois que je t'ai fait une belle démo. Donc voilà, vous avez magnifique antenne que tu peux déployer. Enfin voilà, je trouve absolument génial. C'est vrai que j'en avais jamais fait la démonstration. Peter Greenaway, Prosperous Book, Meurtre dans un jardin anglais. Est-ce que ça te parle, Peter Greenaway? J'en ai parlé plusieurs fois dans les JDV, mais ça fait tellement d'années maintenant que je fais les JDV, donc voilà. Je crois que mon préféré, c'est Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant, ainsi que la BO, Michael Nyman au top. Voilà, Michael Nyman, pour moi, bon, la son de piano, c'est très sympa, mais la BO qu'il a fait pour ce film-là de Peter Greenaway, chef-d'œuvre. Donc ouais, moi j'adore, enfin Meurtre dans un jardin anglais, j'adore, c'est vraiment un réal que j'aime beaucoup. Iras-tu voir Marilyn Manson en concert s'il passe en France? Pour l'instant, il passe en Europe début février, mais la France n'est pas prévue pour le moment. Et oui, bien sûr que j'irai le voir, la question ne se pose même pas. Et voilà, par contre, on ne sait pas, enfin pour l'instant, il ne vient pas en France. Enfin, il ne vient, alors, sur cette tournée-là, il ne viendra pas, ça c'est sûr. Je sais, enfin je pense pas que je vais trahir grand-chose. Là, je vous avais dit que j'avais un pote qui bosse chez Nuclear Blast, donc le nouveau label de Marilyn Manson, qui m'a expliqué que le tourneur en fait de Marilyn Manson en France ne veut pas en fait, prendre le risque, grâce aux casseroles, etc., de réserver des salles, tout ça. Et du coup, il continue d'essayer de se battre pour trouver un moyen quand même de le convaincre, ou de trouver un autre moyen de le faire
venir en France, mais pour l'instant, dès lors qu'aucun tourneur ne s'y colle, bah, il se passe rien, quoi. Donc voilà la réponse, en tout cas, voilà, si jamais tu te demandais pourquoi il fait effectivement beaucoup de dates en Europe et rien en France, la raison elle est toute simple, c'est pas Manson qui veut pas venir, c'est encore moins le label qui ne veut pas le faire venir, c'est que le tourneur est frileux. Ce qui est d'ailleurs très con parce que la tournée est sold out, la tournée européenne. Donc s'il venait en France, je pense que ce serait sold out aussi assez vite. Que penses-tu des films réalisés par Serge Gainsbourg? J'ai jamais été très fan, hein, je dois te dire, hein, honnêtement. J'ai vu les 4. De mémoire, il y a que 4 films qu'il a fait. Long métrage, hein, je veux dire, je mets pas les clips, évidemment, dans la liste, c'est pas des films. Stan de Flasher, bon, Charlotte Forever, j'avais bien aimé, je crois que c'est mon préféré, Charlotte Forever. Sachant que tu connais Nicolas Sirkis, je voudrais savoir s'il t'a déjà parlé des Inconnus. J'avais lu à droite à gauche qu'il ne les portait pas trop dans son cœur, rapport à la parodie Isabelle a les yeux bleus, je suppose. Mais peut-être que ce sont que des on-dit. Non, il y a une époque, il avait les boules, mais c'était pas. Par contre, c'était pas vraiment contre eux, parce que lui, il a très vite su. Les Inconnus, en fait, ils visaient partenaires particuliers. Le souci, c'est que il trouvait pas de déguisement. Et c'est-à-dire que la chanson, c'était une parodie de partenaire particulier. Alors, si vous ne connaissez pas, vous allez vous dire, bah non, ça fait plutôt Indochine. Mais en fait, non, pas du tout. Ça fait même pas vraiment Indochine, d'ailleurs. Ça fait vraiment partenaire particulier. Mais le look, ils avaient rien de percutant et de drôle. La chanson était drôle, Isabelle a les yeux bleus, c'était super drôle. Mais ils se moquaient d'ailleurs, dans ce texte, Isabelle a les yeux bleus, des textes complètement débiles de partenaires particuliers. Enfin bon, mais qu'à l'époque était très célèbre. C'est pour ça, enfin, aujourd'hui, comme... personne connaît. Et pour le look, donc comme partenaire particulier, niveau look, il ressemblait à rien du tout. Alors qu'Indochine avait un look extrêmement percutant. Bah ils se sont dit on va se prendre des perruques à la Indochine, comme ça fait un mix des deux groupes et c'est drôle quoi. Le souci c'est que le temps que le sketch se fasse et sorte et soit diffusé, partenaires particuliers, ils avaient déjà coulé, quoi. C'est vraiment le groupe d'un tube, puis le tube, enfin bref. Alors qu'Indochine était au top du truc, quoi. Et comme ils avaient le look d'Indochine, bon, les gens se sont dit, ils se foutent de la gueule d'Indochine. Et ce qui était drôle, enfin, genre que je pense que, je crois pas que Nicolas, il en est voulu vraiment, mais par contre, ça leur a fait un mal, ça leur a fait vraiment beaucoup de mal, mais bon, enfin, je sais que plusieurs fois après, il en a recroisé et tout, et bon, c'est pas, voilà. Penses-tu qu'aujourd'hui, un Guns N' Roses au féminin pourrait faire parler de lui, mettre des coups de pied au cul en se vautrant dans l'ultra politiquement incorrect, provoquer des scandales, etc., etc. Non, pas du tout, mais alors vraiment pas. Hein. Je crois que actuellement, aucun groupe ne pourrait faire ça. Féminin ou masculin, c'est même pas une question de... Alors féminin, c'est sûr que non. Genre un girls band, enfin un truc, un Guns N' Roses au féminin. Déjà le concept bon, mais qui choquerait et tout. Parce que je me réfléchis, les groupes de nana un peu rock machin, c'était quoi? C'était Hall, que j'ai toujours détesté, mais bon, avec Courtney Love. Après, je vois pas d'exemple en fait de groupes de rock vraiment scandaleux, un peu trash machin, avec que des meufs, hein, tout ça. Je pense pas que ça arriverait, je pense pas que c'est possible quoi. Préfères-tu le Billy Joel des années 70 ou celui des années 80, sachant que j'ai jamais été fan de Billy Joel, mais alors du tout. Je suis quand même assez impressionné par les quelques tubes qu'il a sortis dans les années 80. Je connais ceux des années 70 parce que c'est des tubes, mais dans les années 80, pour moi, il a sorti quelques chansons assez fabuleuses quand même. Hein. Voilà, jamais été fan, jamais eu de disque, mais je me souviens quand les clips passaient, il y a une époque où les clips de Billy Joel passaient beaucoup à la télé dans les années 80, c'était quand même des chansons d'une qualité assez indiscutable. Et il y en a certaines que j'aime beaucoup, mais je les écoute jamais parce que c'est pas, je sais pas, ça m'a même pas touché. Connais-tu les dessinateurs de bande dessinée Charles Burns, auteur de Black Hole? Quand tu as parlé de tes goûts en matière de peinture, ça m'a fait penser à lui et à son univers. Ouais, je connais bien, je vois très bien qui c'est, je vois très bien son style. Il avait fait. Iggy Pop avait utilisé une de ses œuvres pour la pochette de son album. Je sais que Burns, qui était fan de Marilyn Manson, dont on parlait tout à l'heure, il a fait des portraits de Marilyn Manson. Et j'ai quand même lu, j'avais lu Black Hole, ça c'est sûr, mais je crois que j'ai lu un ou deux autres. Enfin, j'aime beaucoup son univers. C'est un mec qui a vraiment une patte et tout. Donc voilà. Que penses-tu des illustrateurs d'albums de métal tels Derek Riggs? Ah bah moi j'aime énormément. Il y en a pas mal que je kiffe, mais j'adore. Ça s'est perdu évidemment. Oh là là, il y a tellement de couves iconiques de métal avec des illustrations. C'est plus que des illustrations, hein, c'est vraiment des toiles, hein, c'est des œuvres. Mais c'est fait exprès, c'est-à-dire que c'est des commandes, quoi. Je trouve ça un peu comme ce dont je parlais.
D'ailleurs, avec Mark Rydon pour Warrant, puis Michael Jackson, etc. As-tu vu Beetlejuice? Beetlejuice, non. Je n'ai jamais été un grand fan du premier. Donc, en fait, je regarderai le deuxième quand il sera en VOD, mais aller en salle pour voir ça, non. Voilà. Puis comme j'ai pas de carte illimitée, moi, quand vraiment, si j'y vais, en plus, ça me coûte de la thune et tout. Enfin, faut vraiment que je le veuille, quoi. Ah, par exemple, je vais aller voir Terrifier 3, parce que j'ai vraiment envie, quoi. As-tu vu la série Lore, Mythes et Légendes sur Prime? Pas du tout, je vois même pas ce que c'est. Je vais aller checker ça. Que penses-tu du remake de The Crow? J'ai tellement peur de le voir, j'aime tellement ce film. Ne va pas voir ce film. J'en ai parlé d'ailleurs de ce remake, si ça vous intéresse, sur la chaîne de Microciné, chez Samir, avec Vivien, qui m'a invité pour... voilà, je sais pas, c'est vrai que j'en ai pas parlé sur ma chaîne, mais je lui vomis dessus à ce film, mais vraiment. En cette période d'automne, t'arrives-t-il de ramasser des marrons tout beaux, tout neufs pour les mettre dans ta poche? Une question super chelou de tueur en série, je pense. Et le pire, c'est que ma réponse est ouais. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'étais en forêt avec ma chérie, et tout d'un coup, on a vu. Alors c'est un châtaignier et toutes les coques étaient tombées par terre à moitié ouvertes et tout. Du coup j'en ai ramassé plein parce qu'après je les ai foutus au four pour les faire cuire. Encore plus, voilà, ma réponse est encore plus flippante en fait que ta question. Avec tout ce que je lis comme bouquin, tout le monde me bassine d'acheter une liseuse, mais j'aime trop mes livres papier. Alors toi, tu es team liseuse ou team papier? Je déteste les liseuses. Donc voilà, à une époque je me suis vaguement demandé, ouais mais dans le sac c'est plus pratique, c'est plus léger, machin. Et comme tu viens de le dire, tu n'as pas l'objet, et moi j'aime tourner la page, je suis vraiment un vieux connard, mais j'aime tourner la page, avoir un livre, regarder la couve, le manipuler, le sentir, enfin voilà, et le ranger, avoir une bibliothèque où je peux dire, ah putain ce livre, oui je l'ai, voilà, me replonger dedans, tu peux pas feuilleter une liseuse. Donc non, je déteste en fait. Je comprends, hein, c'est très bien, ça aide les gens à lire qui ne veulent pas de livres, bon. Mais moi, jamais de la vie, jamais. Je me demandais si tu aimes ça, une chanson de Christophe, personnellement, Señorita me rend zinzin et l'album Le Beau Bizarre tellement en adéquation avec son titre. J'aime beaucoup Christophe, j'en ai parlé plusieurs fois. Alors, Le Beau Bizarre, ouais, c'est génial, mais c'est pas mon préféré. Moi, mon préféré, c'est Bevilacqua, j'en ai déjà parlé. Pour moi, c'est un des meilleurs albums français, même tout court. J'aime beaucoup le suivant, que j'ai aussi, mais le chef-d'œuvre, pour moi, c'est l'album Bevilacqua. Extraordinaire album. Et d'ailleurs, c'est à cette période-là que j'avais rencontré Christophe. Je sais plus si j'en ai parlé sur cette chaîne. Je sais que j'en ai parlé dans des lives chez d'autres youtubeurs voilà. Mais je sais plus. Donc, enfin, pour dire très rapidement, donc à l'année de la sortie de l'album Bevilacqua, donc je sortais du Virgin Megastore un soir sous la pluie parce que j'avais acheté et je vois juste devant en fait sur les Champs-Élysées Christophe qui attend en fait et donc je me dis putain mais c'est Christophe quoi. Et je l'écoutais beaucoup à ce moment-là, mais vraiment, j'étais en pleine découverte. Il venait de sortir le disque. Je me dis, ah, je vais aller lui dire que c'est génial, et puis je vais pas l'embêter, bon. Donc j'arrive, je lui dis merci pour l'album Bevilacqua qui est génialissime et tout. Et en plus j'avais acheté le maxi CD du premier single de l'album où il y avait des remixes super chelous de groupes électro. C'est vachement bien. Donc je lui dis mais j'adore. Et je vais pour m'en aller et il me retient, il me dit fais trop plaisir. Et tu sais, j'attends un taxi qui doit venir me chercher. Du coup si tu veux, on l'attend ensemble. Et résultat, je lui dis ah ouais bien sûr, je vais juste pas dérangé quoi. Donc on a discuté et un peu comme je réalise comme avec Rachida, Christophe était super fan de Nanny Schnels à ce moment-là et parce que moi je lui parle de Nanny Schnels et je lui dis oui parce que je lui dis c'est le seul truc français que j'écoute en ce moment avec Paul Naref et puis c'est tout quoi, enfin à ce moment-là en tout cas. Et donc on parle un peu de Paul Naref, je me souviens, et on parle de Nanny Schnels, de musique électronique, c'était génial, il était adorable. Ah, il était super touchant. Et après le taxi est venu, mais le taxi il est venu vachement plus tard. C'est pour ça qu'à un moment je me disais, le pauvre putain, on discute, mais son taxi ne vient pas, quoi. Je sais pas. Donc voilà, on a parlé presque 20 minutes quand même. C'est très long. C'est plus long que certaines interviews officielles. Voilà, mais un très beau souvenir humain, un mec vraiment adorable, passionné. Enfin voilà, un mec génial quoi. Et j'imagine que tu as vu Link. Qu'en penses-tu? Ouais, j'ai vu Link, le film de 86 avec Terence Stamp et Elizabeth Shue que j'adore. Qui a une assez sale répute. J'ai constaté au fil des ans. Alors que moi, il m'avait bien fait flipper. Après, je l'ai pas revu depuis... alors 86, sachant que je l'ai pas vu au cinéma, j'ai dû le louer au vidéoclub en 87. Est-ce que je l'ai revu depuis? Je suis même pas sûr, en fait. Il faudrait que je le revoie. J'ai souvenir d'un film qui était assez terrible, quoi.
assez violent, assez dur. Écoutes-tu de la musique classique et si oui, y a-t-il des œuvres qui te touchent particulièrement à l'égal de celles de certains artistes groupes parmi tes préférés? Alors à l'égal non, parce que j'écoute très peu de musique classique. Ce qui s'en rapproche le plus et que j'écoute le plus, c'est Philip Glass, notamment les opéras de Philip Glass, Akhenaton par exemple, qui est pour moi un des plus beaux opéras du monde, enfin que j'ai écouté un milliard de fois dans ma vie. Mais sinon, musique classique pure et dure, non, c'est très très rare. Alors et là par contre, il n'y a aucun artiste contemporain. Sinon, qu'est-ce que je pourrais citer? Vraiment que j'adore musique classique. Il y a certaines œuvres de Mahler que j'adore. Des trucs hyper connus qui surprendront personne, Carmina Burana de Karl Orff, chef-d'œuvre, que Michael d'ailleurs avait utilisé à un moment pour une bande-annonce, c'était super efficace. Le plus beau morceau de musique classique au monde, pour moi, mais c'est vraiment pas, là je vais faire découvrir ça à personne, c'est la sonate au clair de lune de Beethoven. Beethoven pour moi c'est quand même le boss, hein, voilà. Le Requiem de Mozart, c'est un chef-d'œuvre. Ça fait très con de le dire, mais quand tu te poses vraiment et que tu l'écoutes, c'est incroyable. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des trucs que j'aime beaucoup de Debussy. Là, j'y pense là. Quelques trucs de Chopin que j'aime bien, mais beaucoup moins. Tu vois, j'ai pas de noms super originaux. Mais bon, la sonate au clair de lune de Beethoven, tu l'écoutes. Enfin, c'est dur de pas pleurer, de pas vouloir se noyer dans un étang la nuit. J'ai entendu et je partage ton avis sur Alan Wilder, l'importance, la qualité de son travail avec Dépêche Mode. As-tu déjà écouté quelques albums de son projet Recoil? Bien évidemment. Quand as-tu pensé, j'ai jamais été fan. Trop expé, trop... enfin, grand respect, hein, mais il y a rien qui me plaise. Là, tu cites des albums, la Bloodline, ça je connais, mais je les ai pas d'abord. J'ai jamais accroché, jamais accroché. Ce qui n'enlève rien, parce que par contre, je vois ce qu'il veut faire, enfin, je vois ce qu'il a fait. Je comprends, il a pas voulu, voilà, donc c'est très loin de Dépêche Mode, enfin très loin. Ouais, quand même, je trouve. Et c'est beaucoup moins accessible. Et moi, ça me parle pas. Mais on perçoit le talent et tout ça. Enfin, moi, c'est un mec que j'aime beaucoup, hein, en plus humainement, ouais, j'adore quoi. Question un peu vague et peut-être légèrement intime, mais te considères-tu comme empathique? Alors moi je me considère comme rien du tout parce que c'est très... pour moi on n'est jamais très bon juge avec soi-même. Mais autour de moi je sais qu'on va... Enfin je sais que par exemple ma femme me dirait que oui, je suis très empathique, et parfois beaucoup trop. Je suis très facilement touché par la souffrance de quelqu'un, la tristesse de quelqu'un. Alors dans la vie de ouf. Mais ça va vraiment me travailler, je vais avoir du mal à tourner la page. Non, ça va me hanter et tout, je vais essayer de... Enfin non, ouais, donc voilà, l'empathie pure, quoi. Et puis, et même dans les œuvres de fiction. Quand je lis un livre, quand je regarde un film, je suis très vite impacté. Enfin, pour peu que ce soit fait avec talent, je vais avoir la boule au ventre. Je sais pas pourquoi je pense à ça tout d'un coup, mais un bon exemple, c'est The Wrestler avec Mickey Rourke. Oh, putain, tellement il me faisait de la peine et enfin, c'était terrible. Que penses-tu des albums suivants de Bashung? Roulette russe, Pizza, Passer le Rio Grande. Y a-tu le bouquin de Manset sur Bashung, Visage d'un dieu inca? Ouais, j'ai lu le bouquin de Manset, Manset est vachement bien aussi, qui est très spécial, à l'image de Manset, mais magnifique. Et Roulette russe, pour moi, c'est mon album préféré avec Novice, donc je l'ai même en plusieurs éditions, tout ça. Pizza, ça correspond à une période que j'aime beaucoup. Passer le Rio Grande, je crois que c'est un des très rares albums de Bashung que je n'ai pas. Voilà, donc vraiment, je suis pas très fan. Moi, les autres chefs-d'œuvre pour moi, c'est Play Blessure, bien sûr. Et puis, voilà, 2-3 autres encore, hein, mais pas cela. Tu as mentionné Mayor of Kingstown dans un précédent journal de vlog. Quels sont les autres films ou séries dont tu as préféré interrompre le visionnage ces derniers mois? Oh, mais non, mais ça m'est arrivé tellement de fois. Mais ça m'arrive tout le temps. Et même hier soir, là, j'ai mis un truc, Hold Your Breath, je sais plus comment ça s'appelle, là, enfin, un film, là, et j'ai arrêté au bout d'une heure. C'était pas possible. C'est pas possible. Donc sans pitié, maintenant j'en ai marre, en fait, j'arrête. Il y a encore eu un autre truc que j'ai arrêté au milieu. Les films, ça m'arrive tout le temps, les gars, mais tout le temps. Et les séries, pareil, voilà, mais il y en a plein. Donc c'est très régulier. Je lance une série parce que je la connais pas, on m'en dit du bien. Je regarde un épisode, j'aime pas. Je me force parfois à regarder le deuxième épisode, et après j'arrête. Mais non, ça m'est arrivé un milliard de fois. Interrompre le visionnage, mais un milliard de fois. Et même quand on parle de séries hyper connues, combien de fois je réponds, j'ai commencé, j'ai arrêté. Walking Dead, j'ai commencé, j'ai vu les 3 premiers épisodes de la première saison. Je me suis dit non, ça va pas être possible, et j'ai arrêté. Walking Dead, hein, le truc est... ça me l'avait fait pour Lost aussi. Lost, j'avais regardé presque toute la saison 1, mais pas en entier. Je me suis lassé avant, je dis ouais, je vois le genre, enfin...
Ça va être sans fin, ça m'a saoulé en fait. Enfin, bon, voilà. J'ai pas accroché quoi. Alors qu'il y a des séries où j'accroche de ouf, hein, évidemment. Au cinéma, t'est-il arrivé de détester un film au point de quitter la salle en cours de projection? Non, jamais non, ça m'est jamais arrivé. Non, 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 non. Ça m'est arrivé de détester un film, hein, et de le comprendre très vite. Mais j'ai payé, enfin une fois de plus, hein, c'est très con, hein. Mais j'ai payé, voilà, bah tant pis pour moi, mais je veux, enfin, ça n'a jamais été suffisamment mauvais, enfin j'ai jamais suffisamment détesté pour me dire, tant pis pour ce que ça m'a coûté, et je sors sans l'avoir vu. Non, je suis resté jusqu'au bout, voilà, même quand c'était très douloureux. J'ai pas d'exemple en tête, mais je sais qu'il y a eu des films où vraiment, putain, la purge quoi. Que penses-tu du groupe Dream Theater? Je connais de nom, j'avais écouté, je sais que ça me parle pas du tout, c'est pas du tout un genre de métal, enfin de métal mélodique, mais enfin qui me parle quoi. As-tu vu à l'époque Bros en concert? J'adore. Non. Et je regrette parce que je sais pas pourquoi je les ai jamais vus en concert. Sûrement parce que quand ils sont passés à Paris, je ne pouvais pas y aller. C'est sûrement ça parce que j'allais à tellement de concerts et je surkiffais Bros. Donc j'y serais allé, c'est sûr. Mais je n'y suis pas allé. Ils sont forcément venus à Paris, je veux dire, pour les 2 albums, enfin les 2 premiers albums en tout cas, ça c'est sûr. Et non, je les ai jamais vus sur scène. Comme tu parles de Jacou le Croquant, à un moment donné, je rebondis sur un film un peu du même genre, Milieu paysan, Noblesse, tout ça, encore plus oublié, Justinien trouvé ou Le bâtard de Dieu. Alors, je vois ce que c'est comme film, je l'ai trouvé, je l'ai récupéré, mais je ne l'ai pas encore vu. Donc, mais je vais le regarder, je crois que je l'ai jamais vu, hein, sincèrement. Donc je vais le regarder grâce à toi et je te manquerai pas de dire ce que j'en ai pensé. Je sais que tu as bien connu l'âge d'or des vidéoclubs et de la VHS dans les années 80. Je me demandais si tu avais du coup assisté ou si tu t'étais intéressé à l'époque à l'âge d'or du cinéma bis italien qui avait lieu à la même époque. Ah oui, VHS dans les vidéoclubs, etc. Alors je vois très bien, oui, parce qu'il y a pas du site des réals, etc. Alors c'est marrant parce que j'avais eu une question presque similaire il y a quelques mois en JDV où j'ai répondu longuement, donc là je vais pas rentrer dans le détail parce que je l'ai déjà fait quoi. Sur le cinéma italien, enfin bis, hein, c'est ma bis italien. Ça dépend vraiment des réals. Enfin en fait, vraiment je renvoie, mais je sais plus c'était dans quel JDV où j'ai longuement répondu parce qu'il y a des réals que j'aime beaucoup, d'autres pas du tout, évidemment. Et oui, c'est par les vidéoclubs, enfin pour moi en tout cas, c'est par les vidéoclubs que je me suis ouvert à ces films-là qui ne m'attiraient pas particulièrement parce que dans la photo, comme dans la réal, comme dans le jeu même, on était très loin du style américain, etc. Mais j'étais curieux et puis je voulais aussi des sensations fortes parce que c'est, voilà, il y a des trucs, bref. Je sais aussi grand amateur, ah voilà, bah c'est peut-être la suite de la même question. C'est grand amateur d'Antonin Artaud, je me demandais si tu avais vu des films de Lucio Fulci, un autre grand réal d'horreur italien, qui se réclamait beaucoup de l'influence d'Artaud, notamment dans sa trilogie Frayeur. Ouais, j'ai vu L'Au-delà, bien sûr, La Maison près du cimetière. J'ai vu tous ces films, je les aime beaucoup. Alors, mais alors je les aime beaucoup. C'était pas des chefs-d'œuvre pour moi, hein, mais et c'est même pas des trucs avec lesquels je me suis connecté comme certains films, voilà, différents. Mais à l'au-delà, j'aime beaucoup Frayeur aussi, mais donc oui, alors ceux-là je les aime beaucoup, ouais, ceux-là oui. Alors après le lien avec Artaud, enfin oui, pourquoi pas, mais il est pas, enfin, c'est pas flagrant je trouve. Quand tu pensais du film d'Oliver Stone, Les Doors, perso la prestation des acteurs est bonne, mais je trouve que la réal est trop centrée drogue, sexe et rock'n'roll. J'en ai parlé il y a pas très longtemps de mon ressenti sur Les Doors, film d'Oliver Stone. Moi j'aime beaucoup ce film, mais beaucoup quoi. Donc c'est dur de pour moi, c'est peut-être enfin, c'est un des plus grands rôles de Val Kilmer. Bah, tu te dis, les acteurs sont bons et tout. La réal, mais à l'époque, c'était vraiment comme ça, hein, j'ai l'impression. Donc, enfin, c'est plus qu'une impression, quoi. Donc, en fait, et alors en plus, dans le quotidien des Doors, ouais, enfin, si t'enlèves, je comprends pas trop, en fait, trop centré, drogue, sexe et rock. Enfin, si t'enlèves la musique, le cul et les substances. Sérieusement, il n'y a plus rien à dire sur les Doors. Non mais sincèrement, enfin, parler de leur coupe de cheveux, enfin, mais trop centré, je comprends pas trop en fait. Non, non, moi j'ai adoré ce film, j'adore les Doors, je trouve c'est un film magnifique, magnifique. Surtout pour quelqu'un qui n'y connaît rien du tout. Moi par exemple, quand j'ai vu les Doors, je connaissais les tubes, mais Jim Morrison, enfin, et moi ça m'a donné envie de lire Morrison, et ce que j'ai fait, d'écouter en profondeur la disco des Doors. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée à l'univers de ce groupe.
Est-ce que tu te souviens du téléfilm d'animation japonais Le Prince du Soleil ou Le Prince Vif Argent selon les versions? Je crois qu'il avait été diffusé dans Recréa 2 en 2 ou 3 parties. Non, je n'ai jamais vu ça et je ne vois même pas ce que c'est. Ah, je suis vraiment désolé, mais je n'ai aucune idée de ce que c'est. Et comme je sais que je vais mettre une petite illustration, peut-être que ça va me revenir, mais en voyant le visuel, je veux dire, mais là, waouh, non, du tout, 0 pointé, pour moi, j'ai honte. Team King of New York ou Team New Jack City? Ah, King of New York, clairement, même si j'aime beaucoup New Jack City. As-tu déjà vu le film Femme au bord de la crise dernière de Pedro Almodovar, sorti en 88? Ouais, c'est un des rares Almodovar que j'aime pas Almodovar, hein. C'est vraiment un réal que j'aime pas du tout. Enfin, j'aime pas du tout, il a beaucoup de talent, hein, mais le ton, c'est comme Woody Allen, c'est des tons, j'aime pas carrément, quoi. Donc voilà. Mais celui-là, ouais, je l'ai vu et mais je n'ai pas apprécié. Enfin, c'est voilà, c'est un très bon film, hein, y a rien à dire. Mais Almodovar, je suis pas sensible. C'est comme les gens qui disent je suis pas sensible au cinéma de Tarantino, mais du tout. C'est pas des gens qui disent que Tarantino ne sait pas faire un film. Bah moi c'est un peu pareil avec Almodovar. Connais-tu le film La part des anges de Ken Loach, une histoire émouvante qui parle d'une bande de jeunes paumés délinquants? Non, je connais pas, enfin je connais pas. Je connais le film, hein, mais je ne l'ai jamais vu parce que Ken Loach, à chaque fois que j'ai vu ses films, j'ai pas accroché. Mais vraiment pas, hein, en plus. Donc là on en revient un peu, c'est comme pour Almodovar. C'est un grand réal, il n'y a pas de problème, mais c'est pas du tout un cinéma qui me parle, quoi. Team Jon Stewart ou Team Michael Moore? Jon Stewart, mais en réalité pas de beaucoup. Team William Friedkin ou Team Michael Mann? C'est pour me faire parler d'Exorciste que c'est un piège. Team Michael Mann, mais en réalité Friedkin, qui n'a pas fait que l'Exorciste, j'aime beaucoup. Donc là, pareil, un peu de mal à choisir. Team J'accuse de Michel Sardou ou Team J'accuse de Alexandre Rome? Est-il un hommage à celui de Sardou, vu qu'il dénonce tout autant la nature de l'homme dans ses excès? Tu as tout à fait raison, c'est exactement cela. J'en avais très vaguement parlé en interview à l'époque où c'était sorti. Enfin, ma chanson J'accuse est un clin d'œil total au J'accuse de Michel Sardou. Et c'est un clin d'œil notamment, pas que à cause du titre, mais parce que dans les textes que j'ai écrits, je fracasse l'homme avec un H majuscule de manière totalement méritée de mon point de vue, mais comme le faisait effectivement complètement Sardou dans J'accuse, sa version à lui, que j'adore, une chanson que j'adore, hein, de Sardou, J'accuse, vraiment. Voilà, donc oui, tu as totalement raison. Alors à choisir entre les deux, bah moi je vais dire que je préfère écouter celle de Sardou, parce que j'écoute rarement mes chansons, donc voilà. Et c'était la dernière question de ce JDV, j'espère que vous allez bien, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.